Dès que je regardais ma fille, j'avais envie de l'étriper, vraiment. Dès que j'avais ma fille dans les bras, je me voyais la lâcher par terre. Quand je lui donnais le bain, je me voyais la noyer. Quand il y avait un couteau qui traînait dans la cuisine, je me voyais la tuer. Au début, je ne savais pas que c'était des phobies d'impulsion. Je me disais juste que j'étais folle de penser en fait de tuer ma fille. J'étais une femme pétillante dans la vingtaine d'années qui souhaitait devenir maman jeune. Ma grand-mère a eu sa fille jeune, ma maman aussi, et du coup j'ai suivi un petit peu cette tradition. On a eu recours à un parcours PMA qui a duré 2 ans parce que mon conjoint est stérile. Forcément, en tant que femme, on en prend un petit coup, parce qu'on se dit, moi j'ai toujours voulu être maman, moi je connaissais pas trop le parcours PMA non plus, donc compliqué dans les débuts à accepter, et puis après l'amour fait que ça prend le dessus. Quand on débute le parcours PMA, j'ai 20 ans. On a décidé de commencer tôt parce qu'on entendait beaucoup de médecins qui nous disaient commencez tôt parce que c'est long, donc on s'est dit bon allez on commence et puis on verra bien quoi. Je le vis vraiment comme j'avais envie de le vivre et je continue à sortir avec mes amis. En même temps j'avais mes rendez-vous avec le gynécologue. Le contraste était vraiment impressionnant. Nous en fait on est directement dirigés vers l'Espagne parce qu'on nous dit qu'en France c'est très long les délais pour avoir un donneur. On a des rendez-vous en visio et après on a fait une seule insémination en fait en Espagne. Pour l'insémination artificielle, c'est une aiguille qu'on insère dans l'utérus et après ils inséminent le sperme en fait d'un donneur et voilà en fait la production en fait se fait à l'intérieur quoi, comme une vraie relation sexuelle sauf que c'est in vitro. Après l'insémination, il se passe 2 semaines mais qui pour nous paraissent très longues. Et après ça, c'est un choix de faire un test de grossesse. Moi, je l'ai fait lors de la première insémination, ce que je regrette aujourd'hui parce que ça m'a fait beaucoup de mal de voir ce négatif. Quand j'apprends que c'est négatif, je pleure forcément, mais je me relève assez vite et je me dis c'est pas grave. On laisse passer quand même tout l'été et on s'est dit en septembre on reprend et cette fois on retourne en France, on arrête l'Espagne, c'était trop fatigant pour nous. La première insémination, je me suis fait inséminer, c'était un 28 juin. Et la deuxième insémination, je me fais inséminer un 29 juin, le jour de mon anniversaire. Je ne fais pas de test de grossesse parce que j'avais trop peur en fait de revoir encore ce négatif. Mais durant ces 2 semaines d'attente, j'ai senti que j'étais enceinte, je le savais. Et puis le lendemain, c'était la prise de sang et voilà, positif. Je l'apprends après le travail et quand je vois en fait ce chiffre qui montre que c'est positif, je fais un peu de pas en arrière. Et c'est vrai que j'ai pas trop de réaction. Je m'attendais vraiment à pleurer, un petit peu comme dans les films. Il y a les médecins qui nous disaient oui, ça prend minimum 5 ans en général. Au final, ça a pris 1 an. Donc c'est arrivé extrêmement vite et plus vite qu'on le pensait en fait. Je pense qu'au fond, on n'était pas vraiment préparés. Quand j'entends son cœur pour la première fois, pas trop de réaction. Mais encore une fois, je pense que je reste un peu figée face à cet écran et je me dis bon c'est bien, t'as vu son cœur, il est en route. La grossesse se passe plutôt bien. J'ai eu assez tôt des pertes de sang, donc j'ai cru que j'avais perdu le bébé, alors que pas du tout, c'était juste un décollement en fait du placenta. Les médecins m'avaient dit qu'il fallait quand même que je reste un petit peu alitée, que je prenne plus la voiture parce que il y avait des risques encore de saignement. J'ai pas mal souffert de ça parce que on est isolé de notre famille et de nos amis. On est à 1h30 minimum, donc du coup très compliqué de plus voir son entourage, de vivre en fait la grossesse seule ou vivre la grossesse avec mon conjoint. Pour moi, la grossesse c'était pas pareil, encore une fois comme je l'imaginais. Comme on peut voir sur les réseaux sociaux, de la belle femme enceinte qui est magnifique. Pour moi, non, quand t'es enceinte, en fait, moi je me suis sentie pas jolie, j'ai pris du poids, j'avais des boutons. Je voulais juste un truc, c'est qu'elle puisse sortir et que je sois débarrassée de ça et que cette mauvaise période soit terminée. J'ai accouché le 25 février 2023. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle parce que j'ai perdu les os à 22h, j'ai accouché à 1h du matin. Donc en fait, en 3-4 heures de temps, ma fille était là et je pense que j'étais pas préparée à ce qu'elle arrive aussi vite. Ils me mettent en fait ma fille à côté de moi. Je la regarde et à ce moment-là, je me dis bon ok, il y a un bébé, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment rendu compte que c'était ma fille. Après, je la vois pas pendant un petit moment. Je vais en salle de réveil et au moment où je remonte, il y a mon conjoint qui a ma fille dans les bras et je les regarde tous les deux et je me dis ah ouais, là j'y suis quoi. Il faut réaliser que c'est son enfant et ça a été assez dur pour moi. C'est juste dire en fait c'est un bébé qu'on est en train de me donner
Et je sais pas qui c'est en fait. Je savais pas que, c'est très étrange à dire, mais je savais pas qui était cet enfant. J'ai pas eu cet instinct maternel dès la naissance quand elle est arrivée. Ça, c'est pas du tout arrivé. Je me suis dit bon, peut-être que ça va venir avec le temps. J'étais pas très inquiète à ce moment-là. La maternité, c'était très compliqué. Je pleurais du coup. Le gynécologue était venu me voir avant de partir en me disant vous inquiétez pas, c'est baby blues, ça va passer. Franchement, 99% des femmes font un baby blues, donc rentrez à la maison, reposez-vous. Le retour à la maison, ça s'est passé pareil qu'à la maternité, c'est-à-dire que on est rentré et je pleurais tous les jours, tout le temps. Je regardais ma fille et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait, j'ai 21 ans. On me met ce truc devant moi alors que j'en avais envie, mais au final j'en ai plus envie. Là, ça a été très compliqué. Ensuite, ma fille, à 2 semaines de vie, a eu le Covid. Donc, elle a été hospitalisée à l'hôpital pendant une nuit. Et quand on est revenu le lendemain la chercher, la pédiatre passe et me dit, bah là, votre fille va mieux, elle peut rentrer. Et là, je dis à la pédiatre, non, mais là, ma fille... elle va pas bien, il faut absolument que vous la gardiez là. Et là, la pédiatre me dit non, mais votre fille, elle va très bien. Voilà, vous pouvez rentrer avec elle, il y a pas de problème. Donc, on rentre et le soir même, je prends une douche et là, je m'effondre dans la douche. Je sors de la douche, je vois mon conjoint, je me pose et pareil, je m'effondre et je lui dis écoute, là, je crois que il y a un problème, mais je pense que je vais pas bien. Et je pense que là, je suis en train de faire une dépression des postpartum. J'ai tout de suite mis le diagnostic de moi-même parce que j'en avais déjà entendu parler. Je me suis dit, en fait, Laura, c'est pas que ma fille n'allait pas bien, c'est juste que tu voulais plus d'elle et que tu voulais juste qu'elle reste... parce que j'étais tranquille pendant une nuit parce qu'on n'a pas dormi avec elle. Et cette nuit m'avait fait beaucoup de bien. J'ai eu le déclic, en fait, de me dire... ouais, le fait d'avoir pensé ça et de l'abandonner, je me suis dit, là, il y a un problème, là. Quand je dis ça à mon compagnon, pas trop de réaction. Il est triste de me voir comme ça, mais tout de suite il me dit bah écoute c'est pas grave, va consulter et ça va aller. J'ai été voir un médecin traitant pour pouvoir prendre des antidépresseurs parce que j'étais vraiment dans la pénombre. Donc j'ai tout de suite pris des antidépresseurs et après j'ai eu un rendez-vous avec une infirmière puéricultrice et une psychologue spécialisée dedans. La psychologue me regarde et me dit bon vous savez ça porte un nom ce que vous avez. Et là je lui dis bah oui. Je sais que c'est une dépression postpartum. Et de l'entendre de quelqu'un d'autre, ça fait encore plus mal en fait, parce qu'on se dit ok le diagnostic il est posé et là il y a du chemin à faire quoi. Pendant 1 an, c'est là où ça a vraiment duré. Et là j'ai eu des pensées très sombres. En plus on a les paroles de l'entourage qui jouent aussi. Quand on ose dire qu'on ne va pas bien, on se prend dans la tronche, de toute façon, cet enfant, tu l'as voulu, donc maintenant tu l'assumes. En fait, c'est vrai que c'est hyper contradictoire. Je me suis battue pour avoir un enfant, je suis passée par un parcours PMA et aujourd'hui, je le regrette. Ça prenait toute la place, la dépression. Ça prenait tout mon mental. Je savais même plus qui j'étais à ce moment-là. Ça s'est vraiment caractérisé en pleurs tout le temps. Matin, midi, soir. Dès que je regardais ma fille, j'avais envie de l'étriper, vraiment. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'ai eu des phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, elles sont arrivées, je dirais, peut-être 5-6 mois après la naissance de ma fille, donc assez rapidement. Au début, je ne savais pas que c'était des phobies d'impulsion. Je me disais juste que j'étais folle de penser en fait de tuer ma fille. Des flashs qui arrivaient devant moi. Je me voyais faire quelque chose, mais je ne le faisais jamais. D'ailleurs, je ne suis jamais passée à l'acte. C'est ça, les phobies d'impulsion, c'est de penser à quelque chose et de ne pas le faire. Dès que j'avais ma fille dans les bras, je me voyais la lâcher par terre. Quand je lui donnais le bain, je me voyais la noyer. Quand il y avait un couteau qui traînait dans la cuisine, je me voyais la tuer. Mon conjoint, s'il était par malheur à côté de moi, je me voyais aussi le tuer ou me tuer. Je ne pouvais vraiment pas toucher au lave-vaisselle parce qu'il y avait des couteaux fouillés dans les tiroirs. C'était vraiment devenu obsessionnel, quoi. Même au volant, quand je conduisais, il y avait une période où j'arrivais plus à conduire parce que je me disais, mais à tout moment, en fait, ma fille, elle est derrière et je me plante avec elle. C'est ça qui est horrible. C'est ces pensées qui traversent, en fait, l'esprit et on se dit, mais pourquoi je pense ça? Une fois où on était en vacances avec mon conjoint, on avait loué un petit appartement en bord de la mer. Et il fallait passer par un palier extérieur. Et cet appartement se trouvait à l'étage numéro 6 ou 7, je crois. Et ma fille avait 6-7 mois à peu près, pas plus vieille. Et je l'ai dans les bras, je traverse ce palier et tout allait bien. Et là, d'un seul coup, j'ai eu une phobie d'impulsion et je me voyais la jeter. Et j'étais prête à le faire. Mon conjoint était derrière. Et tout de suite, j'ai donné ma fille à mon conjoint. Je lui ai dit, prends-la parce que je sens que là, ça va arriver en fait. Donc prends-la. Ça a été horrible ça de pouvoir l'assumer. Déjà d'en parler avec mon conjoint, j'ai mis beaucoup de temps alors que mon conjoint est très compréhensif surtout. Il a compris, il a pas pris peur. J'en ai parlé à ma psychologue
Elle m'a dit que effectivement c'était des phobies d'impulsion et que c'était l'un des symptômes de la dépression du postpartum. Toute sa période jusqu'à ses 1 an. J'ai pas réussi à créer de lien avec elle. Au début, je ressentais absolument rien pour ma fille. Si je ressentais du dégoût, de la colère, parce que je me dis mais qu'est-ce que tu fais là en fait, je veux pas de toi. Et l'amour s'est créé au fur et à mesure quand forcément elle commence à prendre un petit peu d'autonomie, quand elle commence à m'appeler maman. Aujourd'hui, elle a 2 ans. La culpabilité a toujours été présente, même encore un petit peu aujourd'hui. Je me suis pris une avalanche de commentaires exécrables, comme quoi je méritais pas d'être mère, que ma fille devrait être mise dans une famille d'accueil. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est encore trop en fait ancré dans le sens où la maman, elle est censée être heureuse. Et il y a aussi les papas qu'on oublie aussi souvent et qui aussi souffrent de dépression. Les professionnels de la santé, je pense que sans eux aujourd'hui, j'en serais pas là. Et mon conjoint surtout. Je pense que ça a été le number one de tout. Ça a été mon sauveur et je le dis et je le redis. Je pense que sans lui, j'aurais sombré. Ça a tellement été un impact dans ma vie que ça m'a tellement en fait changé que quand je commençais à guérir, je prenais peur et je faisais 3 pas en arrière et là je me disais mais en fait non là ça veut dire que au revoir à la psychologue, au revoir aux médecins, au revoir aux antidépresseurs et on devient dépendant de tout ça. Et on se dit mais sans eux en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais replonger. Et ça, l'acceptation d'aller mieux aussi, l'acceptation de se dire en fait je suis une bonne mère, je suis la meilleure mère qui puisse exister pour mon enfant. Il faut faire en fait le deuil de cette dépression là. Quand ma fille sera plus grande, c'est sûr que je lui en parlerai. Déjà, pendant le parcours PMA, je lui ai créé un petit livre avec toutes les photos des professionnels. Il y aura pas de tabou sur ça et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai reçu la haine de gens parce que pour moi, pour les gens en fait, c'est une honte que je témoigne et que ma fille, quand elle aura 15-16 ans, elle verra ça. Il y avait pas assez de prévention sur ça et il y en a toujours pas assez, je trouve. Sur la dépression des postpartum, on en parle et on en parle de plus en plus, mais il faut. Parce que c'est trop grave, il y a trop de suicides maternels, il y a trop de mamans et de papas j'ai envie d'aider les mamans et de leur faire comprendre que elles sont pas seules et que moi je suis là aussi aujourd'hui assise à cette chaise et que il y a 2 ans de ça, j'étais à leur place et que en fait vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de vous sentir moche. Avoir un enfant, c'est pas toujours que du bonheur. Et je pense qu'à 50%, ça ne l'est pas et que les gens n'en parlent pas parce que les gens ont envie de montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Mais c'est beaucoup trop important. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre sur la dépression du postpartum et sur mon parcours. J'ai envie de dire à toutes ces mamans et ces papas que si vous jugez ça, en fait, parlez-en. Et déjà, le fait d'en parler, c'est une première étape vers la guérison. Il y a forcément un moment où on se dit « Ok, je vais mieux ». Et même si ça met 1 an, même si ça met 5 ans, même si ça peut mettre 10 ans, on guérit.